La masse est de retour. Mesdames et messieurs les députés, vous êtes priés de bien vouloir maintenant, toutes et tous, vous rasseoir. Nous reprenons nos travaux. Je vous rappelle l'article 32. Maintenant, j'invite Monsieur le Premier ministre à prononcer le discours d'ouverture de cette deuxième session de la 43e législature. Monsieur le Premier ministre. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs de l'opposition, les députés, les invités, les Québécois, Québécoises, je veux aussi saluer les employés du secteur public. On a entendu des cas de mauvaise gestion dernièrement et évidemment, il va y avoir des conséquences pour ces personnes-là. Mais je ne voudrais pas que les Québécois pensent que c'est généralisé. La grande majorité des personnes qui travaillent dans notre fonction publique sont dévouées. Ce sont des hommes et des femmes qui permettent à l'État de fonctionner, qui enseignent à nos enfants, qui soignent nos gens, qui s'assurent de nous protéger contre les criminels. Donc, on doit saluer leur travail. Il y a deux constats que je veux faire et je l'ai dit lors de la sermentation du nouveau Conseil des ministres. Il y a deux constats qui expliquent pourquoi on a demandé de proroger et d'ouvrir une nouvelle session. Le premier constat, c'est qu'entre autres, suite au retour de Donald Trump, le monde a profondément changé dans les derniers mois. Le deuxième constat, c'est que, comme dans plusieurs démocraties, le système dans lequel on évolue est devenu hyper bureaucratisé et inefficace. Et donc, dans les mois qui viennent, notre gouvernement va se concentrer sur 4 champs d'action: l'économie et le portefeuille des Québécois, l'efficacité, la sécurité et l'identité. Commençons par l'économie. Bon, je le dis souvent, ce n'est pas une fin en soi, l'économie, mais c'est un moyen fondamental si on va avoir ce qu'il faut pour aller au bout de nos ambitions. Mais je veux aussi ajouter que l'éducation, ça reste la priorité des priorités, mais pour soutenir cette ambition, bien, ça prend des moyens financiers, ça prend une économie qui est forte. Quand je dis que le monde a profondément changé, bien, c'est vrai, entre autres, puis beaucoup en économie avec Donald Trump, mais c'est vrai aussi à cause de d'autres facteurs. Pensons à l'inflation, pensons à la guerre en Ukraine, pensons à l'intelligence artificielle, pensons à la montée de la puissance en Chine. Ce sont tous des facteurs qui sont une transformation fondamentale, puis que ça nous plaise ou non, bien, on doit s'adapter. Je vous donne un exemple, les investissements en défense. Bien, évidemment, il faut les augmenter, puis je suis content de voir que le gouvernement fédéral va augmenter ses investissements en défense. Auparavant, honnêtement,
Ce n'était pas une priorité pour le Québec, mais aujourd'hui, face à la position de Donald Trump, on n'a pas le choix que d'être plus indépendant des États-Unis. Et donc, il faut faire des changements. Par exemple, chez Investissement Québec, jusqu'à récemment, Investissement Québec n'avait pas le droit d'investir dans des entreprises qui sont dans le secteur de la défense. Donc, il me semble que juste là, il y a une évidence, puis on a changé les choses de ce côté-là. En 2018, puis je sais que la nouvelle chef de l'opposition officielle m'a souvent entendu dire, je l'ai dit, je l'ai répété, puis je vais continuer de le répéter, on avait une grande priorité, réduire l'écart de richesse du Québec avec l'Ontario et le reste du Canada. Et on a réussi de manière éclatante, Madame la Présidente, depuis 7 ans. La croissance économique par habitant du Québec a été plus forte que celle de l'Ontario et que celle du reste du Canada. C'est jamais vu, Madame la Présidente. J'ai mis à jour mes tableaux, là, donc demain, à période de questions, j'espère avoir des questions en économie. Mais, Madame la Présidente, réduire notre écart de richesse par rapport au reste du Canada, c'est aujourd'hui pas assez ambitieux. On a un défi encore plus grand à cause des gestes posés par le président des États-Unis. Évidemment, à court terme, ce qu'on doit faire, c'est un peu ce qu'on a fait pendant la pandémie, c'est d'aider chaque travailleur, chaque entreprise, dans chaque région, à essayer de passer au travers une crise là, qui est déjà présente actuellement. Mais, à moyen terme, ça nous prend une nouvelle vision économique. Depuis l'hiver dernier, avec la ministre de l'Économie, avec des centaines de personnes qu'on a consultées, on a mis à jour la vision économique du Québec pour les prochaines années. Parce qu'on a aussi des opportunités. Si on joue bien nos cartes dans les prochaines années, Québec peut même se retrouver dans une position où on va être une des nations les plus prospères des Amériques. Évidemment, cette vision va commencer par être basée sur la production, une augmentation importante de la production d'électricité. C'est pas d'hier que j'en parle, même quand j'étais assis de l'autre côté de la Chambre, je parlais à l'époque d'une Bay James du 21e siècle. Ensuite, j'ai parlé que le Québec devienne la batterie de l'Amérique du Nord. Et avec ce qui se passe actuellement, Madame la Présidente, j'y crois plus que jamais. Et d'ailleurs, il y a une dizaine de jours, j'étais en Abitibi-Témiscamingue pour annoncer un investissement de 2,5 milliards, 100% des fonds privés, 1 600 emplois à un salaire moyen de 140 000 $ par année. Pourquoi? Parce qu'on a été capable de leur octroyer un bloc de 25 mégawatts au tarif normal, au tarif L. Donc, il y a actuellement des dizaines de projets comme ça dans toutes les régions du Québec qui vont être disponibles grâce à notre électricité. Donc, c'est une opportunité exceptionnelle pour l'économie du Québec. Ça va nous permettre aussi, bien sûr, de combattre les changements climatiques, de faire la transition énergétique. On doit, bien sûr, tenir compte du nouveau contexte qu'on vit actuellement. Mais une chose qui est sûre, là, j'espère que les 125 députés ici sont convaincus, à moyen terme, long terme, pour lutter contre les changements climatiques et pour avoir une vision économique ambitieuse, bien, ça passe par l'électrification de notre économie. Puis Hydro-Québec a mis en place
un plan de 200 milliards. C'est le plus grand chantier économique de toute l'histoire du Québec. Quand même pas rien. Et, Madame la Présidente, ce chantier d'Hydro-Québec va nous amener 2 booms économiques. Un premier boom économique lors de la construction, donc que ce soit l'éolien, le rehaussement des centrales, et un deuxième boom économique lorsque les entreprises vont utiliser cette électricité, puis on le voit, même aux États-Unis, ils veulent doubler la capacité d'énergie, mais ils ne voient pas comment ils vont y arriver. Donc, les entreprises, puis à commencer, bien sûr, par nos entreprises québécoises, c'est important de le dire, ils vont pouvoir profiter de cet avantage compétitif. On va pouvoir aussi profiter de certains secteurs, comme l'intelligence artificielle, où on a besoin de capacité dans des centres de données et donc de beaucoup d'énergie. On va pouvoir aussi être précurseur dans l'aluminium vert, dans l'acier vert et dans toute l'industrie manufacturière, à commencer bien sûr par l'aérospatiale, mais aussi en passant par la défense, en passant par les mines. Puis là, évidemment, je parle en particulier, puis on aura l'occasion d'en reparler, des minéraux critiques où, encore là, le Québec a une opportunité extraordinaire. Mais, Madame la Présidente, cet immense chantier ne pourra pas être réalisable à court terme si on continue de jouer dans le système actuel. Donc, on doit accepter comme société de changer nos façons de faire. Donc, j'annonce que mon gouvernement va déposer cet automne un projet de loi pour accélérer le déploiement de projets économiques et énergétiques qui sont stratégiques pour le Québec. Donc, on a des beaux projets sur la table actuellement, mais il faut s'assurer qu'ils se réalisent. Donc, on va raccourcir les délais, alléger les processus, tout en gardant des standards élevés, mais on va le faire aussi en partenariat avec les Premières Nations et les Inuits. Puis, on a déjà des beaux modèles de partenariat. Il y a quelques semaines, j'étais en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, 6 000 mégawatts, c'est énorme quand on y pense, en partenariat entre les villes, les MRC et les nations autochtones, tout inclus dans l'actionnariat du projet. C'est extraordinaire, on doit exporter ce projet dans les autres régions du Québec. Donc, on est capable de faire des partenariats. Évidemment, on est capable d'en faire aussi avec les autres provinces. Une de mes grandes fiertés, vous allez me voir venir, c'est l'entente de principe qu'on a faite avec Terre-Neuve. C'est une entente historique qui s'est faite avec Terre-Neuve. On prolonge l'accord qui se terminait en 2041 jusqu'en 2075. On augmente le nombre de mégawatts à 7 200, une augmentation de 50 %. Pourquoi? Bien, parce qu'on rehausse les capacités de Churchill Falls, puis on construit ensemble un nouveau complexe qui s'appelle Gull Island. Et, bon, vous avez entendu, il y a une opposition à Terre-Neuve, puis il y a une élection qui va avoir lieu le mois prochain, qui trouve que le deal est trop bon pour le Québec. Moi, je suis convaincu que c'est une entente qui est gagnant-gagnant, puis on va réussir à la finaliser, contrairement aux gouvernements avant nous qui n'ont jamais réussi à faire cette entente nécessaire avec Terre-Neuve.